Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Hier, Carlos Ghosn a donc donné ses explications. Il affirme qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est victime d'un complot ourdi par les anciens de Nissan. Est-ce qu'il vous a convaincu? Il a redoré son blason à vos yeux? Il se défend, il a le droit de se défendre là où il est, comme il devrait le faire aussi devant toute justice qui lui demanderait des comptes. Le droit de se défendre, le droit de se considérer comme innocent, de faire valoir ce que l'on considère comme son innocence, c'est un droit qui est donné à tout le monde. Il s'adressait plus à l'opinion publique d'ailleurs, en l'occurrence là. La question n'est pas de savoir si je suis convaincu ou pas convaincu. Pourquoi? Parce que c'est pas à moi de le juger. C'est à la justice? C'est à la justice de le juger. Vous pensez qu'il échappe à la justice en faisant ça? Et c'est peut-être ce qui me choque, c'est de vouloir s'expliquer en échappant à la justice. Alors que seule la justice, quelle qu'elle soit, dans un pays démocratique, le Japon, malgré tout, est un pays démocratique, seule la justice est en capacité de dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais lui, il estime qu'il est une victime du système judiciaire japonais. On peut critiquer le système judiciaire japonais. Je pense que chacun d'entre nous a pu être choqué par tel ou tel aspect du fonctionnement de la justice japonaise, comme on a pu être à d'autres moments choqué par tel ou tel aspect du fonctionnement de la justice américaine, comme parfois des pays, quand ils regardent la France, sont choqués de tel ou tel aspect. Mais critiquer tel aspect de la justice, ça ne légitime pas, parce que c'est un pays démocratique, parce que c'est un pays qui respecte l'ensemble des conventions internationales, ça ne justifie pas que de vouloir échapper à la justice. Il est un fugitif à vos yeux aujourd'hui? Je pense que lui-même le considère, oui. Il se considère davantage comme une victime que comme un fugitif. Il va faire valoir son droit à la retraite, rappelant qu'il n'a pas démissionné de Renault-Nissan. Ça vous choque? C'est normal? Oui, ça doit être une retraite à points d'ailleurs. Pas sûr. Si, en l'occurrence, c'est une retraite à points. Est-ce que c'est des retraites qui sont payées par l'entreprise, etc. Bon, je sors de la plaisanterie. Je sors de la plaisanterie. Mais bon, qu'il fasse valoir tous ces droits. Bon. C'est quelqu'un d'extrêmement riche. C'est parce qu'il est extrêmement riche qu'il échappe à la justice. C'est aussi ça qui est choquant. D'échapper à la justice. Parce qu'il est extrêmement riche, qu'il peut laisser des millions au Japon comme caution et qu'il peut payer une évasion dans des conditions qui sont extrêmement Alors, il a ciblé la loi Florange qui a donné plus de poids, on va résumer très vite, à l'actionnaire français. Selon lui, ça a été mal vécu par Nissan et par le Japon. Vous étiez aux affaires à ce moment-là, à Bercy, ministre des Finances. Le ministre de l'Économie, c'était Emmanuel Macron. Vous avez été victime de cet affrontement entre Carlos Ghosn et Emmanuel Macron. Carlos Ghosn n'a pas voulu appliquer une loi française que toutes les autres entreprises françaises ont appliquée. Il avait le droit de le faire, parce que la loi prévoyait la possibilité de faire voter par son Assemblée générale une exonération de quoi? Du fait que des actionnaires stables, c'est-à-dire des gens qui décident de rester longtemps, l'État évidemment, avait plus de pouvoir que d'autres. Donc, sur le fond, ça me choque que quelqu'un dise « moi, ça ne me convient pas ». Mais il y avait de l'argumentation derrière. Et certainement, cela a créé un certain nombre d'incompréhensions avec le Japon, parce que l'État japonais était représenté très très peu, et l'État français, qui était à 14%, acquérait des droits de vote à 28%. Ça a été la volonté d'Emmanuel Macron. Que vous avez laissé faire. On peut dire que je l'ai laissé faire. Enfin, en tous les cas, après des discussions entre nous, après éventuellement des différences d'appréciation, il y a un arbitrage. Et l'arbitrage qui a été fait à l'époque, c'est par définition celui que j'ai appliqué. C'est important, un ministre pour Carlos Ghosn, Michel Sapin? Non, ça vaut rien. Ça vaut rien? Oui, ça vaut rien. Bon, il a le droit. Il peut être dédaigneux vis-à-vis des ministres. Quand on est dédaigneux vis-à-vis des ministres, on est un peu dédaigneux vis-à-vis des institutions. Et il l'a d'ailleurs démontré. Allez, on passe aux retraites. J'avais envie de parler d'impasse. Est-ce qu'on est dans une impasse ce matin? 36 jours de grève, nouvelle journée de mobilisation. On a parlé d'une conférence de financement. On a eu le sentiment que la CFDT recommençait à dialoguer avec le gouvernement. Et puis finalement, les choses ne bougent pas. Dans quelle situation sommes-nous? Est-ce que le gouvernement sait où il va, plus précisément, à votre avis, Michel Sapin? Une bonne question. Si tout cela était fait par calcul, je me dirais, au fond, le gouvernement sait où il veut aller. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas du calcul, que c'est plutôt de l'improvisation, parfois de la contradiction, en tous les cas beaucoup d'erreurs de communication. Écoutez, annoncer juste avant les fêtes une réforme, elle était là, sur la table, il fallait à un moment donné donner des précisions. Et introduire dans cette réforme un point, l'histoire de l'âge pivot, dont on le sait
qui va faire l'unanimité des organisations syndicales, c'est une forme de déclaration de guerre. Et ensuite, rentrer dans des pas de deux, j'accepte un peu de discuter, mais pas complètement, je veux bien voir ce qui se passera, mais je ne retire pas cette mesure. C'est se mettre dans une situation, je ne sais pas si c'est une impasse, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on sorte d'une situation comme celle-ci, mais c'est se mettre dans une situation extrêmement difficile et surtout incompréhensible pour les Français. Vous parlez de l'âge pivot. Est-ce qu'on peut faire abstraction de l'urgence financière, de la nécessité de mettre les comptes à l'équilibre? C'est ça que dit le gouvernement. On ne peut pas renoncer à l'âge pivot parce qu'à un moment donné, il faut remettre le système des retraites à l'équilibre. La grande erreur du gouvernement, du président de la République, c'est d'avoir mélangé deux débats qui sont légitimes. Le débat sur le financement est légitime. Nous avions d'ailleurs eu des problèmes de financement. On a pris des décisions. Elles n'étaient pas partagées par tout le monde. Certains syndicats ont dit bon, on s'y résout, d'autres n'étaient pas d'accord. Et c'est ces mesures-là qui ont permis de ramener à l'équilibre la sécurité sociale et tout particulièrement le régime de l'assurance. Et puis il y a d'autre part un débat très important qui était celui sur un autre régime plus universel, plus solidaire. Mais mélanger les deux, mais quel gâchis! Quel gâchis! Au nom d'une question de financement qui n'est pas urgente, on a gâché un projet qui pouvait être un projet extrêmement important. C'est quoi la fin de l'histoire, Michel Sapin? Je crains que la fin de l'histoire, c'est que le projet soit tellement gâché que maintenant on ne puisse même plus rien en faire. C'est compliqué le système par points. Il faut l'expliquer, il faut de la sérénité, il ne faut pas être dans la confrontation. Il faut être dans il peut y avoir des gens en désaccord avec ça. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Donc il faut répondre aux questions. Que la réforme n'aboutira pas? Je n'en sais rien, je pense que le gouvernement a la volonté. Je ne le souhaite pas d'ailleurs, parce qu'il y a une partie de la réforme que je trouve bonne. Mais au bout du compte, mon sentiment c'est celui-là, immense gâchis. C'est dit. Donald Trump annonce de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Quel doit être le rôle de la France dans ce qui ressemble à une escalade, même si hier le président américain donnait le sentiment de vouloir plutôt baisser d'un ton? Avec Trump, c'est très compliqué, parce que parfois c'est un ton en dessous, parfois c'est 3 tons au-delà de ce qu'il conviendrait. Et des mesures économiques, les États-Unis en ont déjà décidé unilatéralement, contrairement aux règles internationales. La France n'est pas d'accord avec ça. Non, ce qui est très grave, ce qui est vraiment extrêmement choquant, c'est évidemment une décision prise par un homme, Donald Trump. Je ne dis pas que c'est l'Amérique, un homme, Donald Trump, qui consiste à assassiner sur le territoire d'un autre pays, en violant la souveraineté de ce pays, un général qui n'est pas considéré par les organisations internationales comme un terroriste. Donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement grave. C'est pas un enfant de cœur non plus? C'est évidemment pas un enfant de cœur. Il y en a d'autres qui ne sont pas des enfants de cœur, aux États-Unis, en Russie, ailleurs. S'il fallait détruire tous ceux qui ne sont pas des enfants de cœur, il y aurait quand même du dégât dans le monde. Donc c'est pas comme ça que des nations civilisées peuvent avoir des relations entre elles. Ce que vous entendez, c'est que la France aurait dû condamner. La France aurait dû parler fort, et elle a perdu une occasion de parler fort. Par le passé, y compris évidemment sur la question irakienne, la France a su parler fort. Elle a su dire non quand il s'agissait d'une intervention, comme elle a su dire non à telle ou telle fausse preuve apportée par les autorités américaines. Cette fois-ci, la France n'a pas su dire non à la décision qui avait été prise. Je pense par une forme de crainte, une forme... C'est très étrange comme ce président de la République a la capacité parfois à dire des choses très fortes, parfois trop fortes, par exemple sur les questions européennes, et dans d'autres moments, il se tait. Merci beaucoup, Michel Sapin. Dans un instant, la suite de Télématin.